Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Calva. Bonjour. Bonjour. Et donc je vais présenter Monsieur Calva. Vous êtes également syndicaliste, responsable national de l'Union syndicale solidaire. Vous êtes un des auteurs de Les retraites au péril du libéralisme aux éditions Sileps en 2002, un ouvrage collectif. Vous êtes un des auteurs également de Un social-libéralisme à la française, édition La Découverte en 2001. Et vous avez fait paraître divers articles sur les retraites, les services publics, l'emploi, la mondialisation, dans le quotidien Le Monde et ailleurs. Enfin, vous êtes le coordinateur du livre d'attaque sur les retraites, qui vient de sortir, et qui s'intitule « Retraite, l'heure de vérité » aux éditions Sileps, et c'est la raison pour laquelle nous invitons aujourd'hui. Donc, pour commencer, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer le message de ce livre? Le message de ce livre est assez simple, il consiste à expliquer qu'il n'y a pas de catastrophe annoncée en matière de retraite, qu'il va y avoir certes une augmentation du nombre de retraités dans l'avenir, mais que cette augmentation du nombre de retraités est tout à fait gérable dans le cadre du système par répartition si on décide de l'accompagner par une augmentation de ressources revenant aux retraités et qu'il est tout à fait possible de trouver ces ressources par un partage plus équitable de la richesse produite, le PIB, pour parler en termes économiques. Donc, qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à ce qui avait été dit jusqu'à présent? Est-ce que c'est une mise à jour simplement par rapport aux nouvelles données économiques? D'abord, oui, c'est évidemment une mise à jour par rapport aux nouvelles données économiques, notamment en prenant en compte les derniers rapports du Conseil d'orientation des retraites, mais surtout, ce livre se veut un instrument dans la bataille politique et idéologique qui est en train de s'engager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que la catastrophe est devant nous, que le système va s'écrouler, on nous sort des chiffres par dizaines et voire centaines de milliards, sans qu'il n'y ait aucun débat sur le fond de ce que représentent ces chiffres, de les mettre en rapport avec la richesse produite. Et donc on est, si vous voulez, privé aujourd'hui d'un débat public réel sur la question des retraites. Et c'est ce débat public que nous voulons impulser, auquel nous voulons participer avec ce livre, et aussi avec le nombre de réunions publiques qui sont aujourd'hui organisées à Paris, en province, avec ATTAC, la Fondation Copernic, un certain nombre de syndicats, d'associations, de partis politiques. Et nous voulons faire en sorte que le débat des retraites devienne un débat de société et ne soit pas confiné dans les mains de quelques experts, et en général de quelques experts gouvernementaux ou pas trop. Donc a priori, le débat sur les retraites s'ouvre et votre livre arrive au bon moment. Je ne sais pas si c'était voulu d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Alors, en préparant cette émission, je me suis renseigné un peu sur vous, sur vos écrits, etc., pour voir un peu ce que vous aviez dit jusqu'à présent. Et alors, je suis tombé sur notamment deux articles du Monde, écrits à 2 ans d'intervalle, un le 30 mai 2008 et l'autre le 13 février 2010. Et alors, première question, déjà, j'ai retrouvé des passages similaires dans ces deux articles, à peu près la moitié de l'article qui était... Oui, 5 passages qui sont similaires. Alors, est-ce que Le Monde publie 2 fois les mêmes articles? Non, Le Monde ne publie pas 2 fois les mêmes articles. C'était un article qui a été publié quelques années auparavant, dont le fondement reste tout à fait le même. Et c'est un article qui était particulièrement bien écrit. J'en ai repris des parties que j'ai adaptées à la nouvelle situation. Voilà, donc c'est des choses assez courantes du fait que quand on a un argumentaire qui est bien rodé, de le réexpliquer en permanence parce que les arguments sont les mêmes. Donc on va pas réinventer le monde à chaque fois. Non, mais disons que c'était un peu dans un ordre différent, mais les arguments... Les arguments n'ont pas changé. Si vous voulez. Le débat qui était le débat de 2003, de 2007 et le même débat en 2010, c'est-à-dire quel est le sort qui va être fait aux retraités? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité de faire en sorte que ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la pension et le salaire ne baisse pas? Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter la paupérisation programmée des retraités qui a été mis en place par les diverses mesures qui ont été prises depuis 1993? Nous sommes toujours dans ce même débat. Alors ensuite, il y a de nouveaux chiffres qui sont apparus, etc., sur lesquels on pourra revenir, si vous désirez. Mais donc les arguments... Et dont vous parlez d'ailleurs dans le nouvel article qui date du 13 février 2010. Là, il y a une mise à jour là aussi. Absolument. Alors, donc, dans mes recherches, je suis tombé sur le blog d'un économiste, je ne sais pas si vous l'avez lu, professeur d'économie, qui réagit en fait à un passage de votre livre. Donc je vais lire d'abord votre passage et puis sa réaction, si vous voulez bien, puis vous pourrez réagir. Alors voilà ce que vous dites.
La solution consiste à mettre un terme à la baisse de la part salariale, 10 points en 20 ans, dans la valeur ajoutée et à accompagner l'évolution démographique par un relèvement progressif des cotisations sociales. Le tabou à faire sauter est le refus d'augmenter le taux de cotisation patronale. Un tel rééquilibrage de la part des salaires dans la valeur ajoutée serait compensé par une baisse des dividendes versés aux actionnaires et ne pénaliserait pas l'investissement productif ni la compétitivité des entreprises. La litanie sur le renchérissement du coût du travail n'a pas lieu d'être. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Parce que vous l'avez écrite. Okay. Alors voilà ce que dit le professeur. Synthétise tout à fait ce que nous pensons. D'ailleurs, on la retrouve dans les deux articles du même. Alors voilà ce que vous répond le professeur d'économie sur son blog Que disent les économistes. Directement à ce passage, outre le fait que le chiffre de 10 points est grossièrement manipulé, ce raisonnement est bidon car il néglige le principe de l'incidence fiscale qu'on se tue à enseigner en première année de faculté. Le raisonnement, alors il y va à fond, vous avez remarqué, le raisonnement naïf, mais c'est ça Internet, c'est-à-dire qu'on s'envoie, on connaît bien. Le raisonnement naïf consiste à croire que lorsqu'on augmente les cotisations patronales, les patrons vont payer plus. Or, il serait extrêmement naïf de croire que face à cet accroissement des charges, les salaires ne vont pas s'ajuster à la baisse. Mais dans quelle proportion? Typiquement, avec un modèle offre-demande très banal, on démontre que l'acteur qui supporte le poids d'une taxe est celui qui réagit le moins en prix. Et il termine, dans le cas du marché du travail, le nombre d'heures que les individus souhaitent travailler est peu sensible au salaire. En revanche, les employeurs sont sensibles au coût du travail. Dans l'estimation la plus basse que j'ai pu trouver, les employeurs réagissent 3 fois plus aux variations de salaire que les travailleurs. Donc, on a toutes les raisons de croire qu'une augmentation des cotisations patronales, donc ce que vous appelez de vos voeux, ou des cotisations salariales, ce qui reviendrait strictement au même, pénalisera les salariés. Alors, c'est quand même une attaque en règle. Qu'est-ce que... Oui, c'est le problème avec ce type d'économiste, c'est que le rapport à la réalité est un rapport assez biaisé. Parce que s'il avait regardé strictement ce qui s'était passé dans le passé, il aurait vu que c'est exactement pas ça du tout. Que le scénario qu'il décrit ne s'est pas passé. Entre 1950 et l'an 2000, ou on peut prendre 1990 si vous voulez, c'est la même chose. Bon, le poids des retraites dans le PIB est passé de 5% en 1950 à 13% aujourd'hui. Bon, donc ça a fait plus que doubler en 40 ans ou 50 ans. Bon. Et évidemment, si le poids des retraites a doublé, ça veut dire que les cotisations ont, dans le même temps, augmenté de façon considérable. Et entre-temps, vous avez pu remarquer que les salaires n'ont pas baissé pendant la même période, le pouvoir d'achat a dû être multiplié par 5, que la production a à peu près été multipliée dans la même proportion. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais globalement c'est dans la même proportion. Donc ce qu'oublie totalement votre économiste, c'est que simplement, d'abord il y a des gains de productivité qui sont faits régulièrement, année après année, et que la bataille sociale, elle porte sur le partage des gains de productivité. Et que, grâce aux rapports de force qui ont été établis dans le passé par les salariés, ces gains de productivité ont servi à la fois à augmenter les salaires directs, à la fois à augmenter les cotisations sociales, et ont servi évidemment ensuite à l'investissement productif, etc. Donc, ce qui s'est passé dans le passé peut très bien continuer à exister dans l'avenir. Tout le problème, pour nous, c'est une question de rapport de force sociale, de mobilisation des salariés pour imposer une protection sociale de haut niveau et pour imposer le fait qu'il y ait un partage plus équitable de la richesse produite. Rien ne peut justifier économiquement qu'il y ait une explosion des dividendes versés aux actionnaires depuis une trentaine d'années. Alors la part des dividendes dans la valeur ajoutée, c'était 3,2% en 1982, c'est aujourd'hui 8,7% en 2007 plus exactement. Donc qu'est-ce qui justifie cette explosion des dividendes? Aucune nécessité économique. Dans le même temps, l'investissement productif a stagné. Donc on ne parle pas là de compétitivité des entreprises, on parle simplement de l'accaparement par une petite minorité d'une rente qui est extorquée aux salariés. Alors justement, c'est important que vous parliez de cette petite minorité parce que moi par exemple qui suis petit patron, je ne pense pas en faire partie. Et pourtant ce que vous préconisez pourra me toucher directement puisque d'ores et déjà aujourd'hui, si je verse un salaire de 100 à un salarié, je dois en verser 100 en termes de cotisation salariale et patronale. Alors c'est déjà énorme.
Donc là, vous voulez remonter ce niveau-là? C'est-à-dire vous ne faites pas de différence entre petit patron et multinational, par exemple? Non, c'est-à-dire que faut savoir à quel niveau on discute. Ouais. Quand on discute à venir du système de retraite, on discute d'un point de vue macroéconomique. D'un point de vue macroéconomique, quand vous regardez les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, il dit, par exemple, à l'horizon 2050, il faudrait, dans le pire des scénarios, 3 points de PIB supplémentaires pour financer les retraites. 3 points de PIB supplémentaires, ça correspond à 10,4 de cotisations supplémentaires, prélèvements, exactement, c'est pas de cotisations, de prélèvements supplémentaires à l'horizon 2050, c'est-à-dire, si on divise par 40, une augmentation de 0,26 points par an. Ça, c'est des schémas macroéconomiques. Ensuite, il faut regarder, ce que montre le Conseil d'orientation des retraites, c'est que d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de difficulté macroéconomique pour financer les retraites à partir du moment où on accepte d'avoir une augmentation régulière des taux de cotisation ou des taux de prélèvement lissés sur 40 ans. Ensuite, évidemment, il faut ensuite regarder ce qui se passe d'un point de vue microéconomique. Bon. C'est-à-dire y avoir un pilotage plus fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même façon le petit artisan, le petit commerçant et la multinationale. Bon, ça, vous le dites pas, mais vous le pensez quand même. Ça renvoie, si vous voulez, à des politiques publiques d'aide à certains secteurs, à certaines entreprises, etc. Par exemple, on sait aujourd'hui que 50% des PME, PMI sont des sous-traitants de multinationales, en seul donneur d'ordre, et sont en fait exploités par ces multinationales. Eh bien, il faut aujourd'hui prendre des mesures qui protègent ces PMI, ces PME, de l'exploitation qu'elles subissent de la part des multinationales. Par exemple, en termes il faut que, par exemple, les multinationales soient responsables du sort de leurs salariés. C'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle une unité économique et sociale unique. Bon, il y a toute une série de mesures qu'on peut tout à fait discuter. Mais quand on discute retraite, c'est pas de ça dont on discute. On discute des grands équilibres macroéconomiques. Et ce qui nous est aujourd'hui avancé, c'est qu'on ne pourra pas, d'un point de vue économique général, global, financer les retraites. Nous disons que ce n'est pas vrai. On peut tout à fait financer les retraites à une condition, c'est qu'on partage la richesse produite de façon plus équitable que ce qu'elle a été faite depuis une vingtaine d'années. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'on puisse toucher sa retraite proportionnellement au temps de travail effectué réellement? C'est-à-dire que si on peut partir, on a la liberté de partir avant, mais sa retraite sera plus petite que si on part à 65 ans ou 40 annuités de cotisation. D'abord, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les gens ne touchent pas une retraite à taux plein s'ils partent 10 ans avant ou 5 ans avant. Et même pire aujourd'hui, comme ils travaillent, on rentre de plus en plus tard dans le marché du travail, que le nombre d'annuités nécessaires pour avoir une retraite à taux plein augmente et que les entreprises se débarrassent de leurs salariés âgés aux alentours de 55 ans, 56 ans, 57 ans, en fait, on voit que les salariés ont de plus en plus de mal à avoir le nombre d'annuités nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Donc, de toute façon, ils ont une retraite qui est une retraite plus faible et ils ont la double peine. C'est-à-dire que non seulement la retraite est proportionnelle, ça c'est assez logique, calculée de façon proportionnelle au nombre d'années travaillées, mais en plus, il y a une décote, qui est en fait une pénalisation supplémentaire. Donc, le fait que les gens ne partent pas à 50 ans avec une retraite à taux plein, ça n'existe pas. Alors, tout à fait autre chose est la question que vous posez, c'est-à-dire le fait que, il y ait un strict choix individuel pour prendre sa retraite. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est un contrat entre les générations. C'est-à-dire donc, ça doit s'appuyer sur des règles collectives. Il y a une double solidarité intergénérationnelle. Il y a d'une part les actifs payent les pensions des retraités. En payant les pensions des retraités, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes la garantie que quand ils arriveront à la retraite, leurs pensions seront aussi payées. C'est ça la logique du système par répartition. C'est l'idée que chaque génération monte sur les épaules de la précédente. Ça, c'est le premier aspect de la solidarité intergénérationnelle. Mais il y a un autre aspect qui est l'idée que les salariés âgés laissent leur place aux plus jeunes sur le marché du travail. Et ça, c'est un impératif d'autant plus important, d'autant plus décisif que aujourd'hui, on est dans un chômage de masse, et notamment un chômage important chez les jeunes. Et donc, si, prenons l'hypothèse, tous les salariés décidaient de travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans, outre que ça serait
à mon avis, tout à fait catastrophique du point de vue pour leur santé. Bon, on pourra revenir là-dessus si le désirez, mais la conséquence que ça aura, c'est que ça entretiendra le chômage des jeunes, bon, et le chômage tout court. C'est-à-dire que c'est préférer entretenir le chômage plutôt que payer des pensions de retraite. Donc, il y a besoin de règles collectives, ce qui ne veut pas dire que dans le cadre de ces règles collectives, il ne peut pas avoir des choix individuels, mais il faut des règles collectives parce que la retraite, c'est pas simplement un choix individuel, c'est aussi la façon dont la société se construit et quelle place elle laisse à un moment donné à une génération par rapport aux autres générations. Et donc ça ne peut pas être simplement l'addition de choix individuels. Alors, deux dernières questions, peut-être je vous demanderai de répondre assez rapidement. Une, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas d'inciter les personnes qui ont le plus d'expérience, finalement, donc les seniors entre 50 et 60 ans, à créer leur entreprise, donc à créer de l'emploi, créer de l'activité, et comme ça à libérer les places tout en créant de l'emploi? Écoutez, il y a aujourd'hui une multiplicité de créations d'auto-entrepreneurs, dont je veux dire, la moitié ou les trois quarts s'effondrent au bout de quelques mois. Donc, je ne pense pas que ça puisse être une solution généralisable. Si évidemment il y a des gens qui pensent que c'est la solution pour eux, pourquoi pas, etc., c'est pas le problème. Mais on ne peut pas sur cette base-là construire un système de retraite ou des grands équilibres macroéconomiques. Ça restera une solution marginale de point de vue économique. Et alors, dernière question, en quoi finalement le système de capitalisation est-il mauvais selon vous, s'il, je mets bien une condition, s'il n'est utilisé qu'en partie et qu'il est garanti par un taux fixe, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec l'argent sur les marchés financiers? C'est un peu comme l'argent qu'on met sur son livret A, finalement. Non, parce que sur le livret A, vous avez... une assurance vie, vous voyez. Oui, sur le livret A, vous avez disons, une garantie de taux de rémunération que vous n'avez pas. Par exemple, avec la crise là, les fonds de pension dans tous les pays se sont effondrés. Et pour le grand malheur d'ailleurs des gens qui partaient à la retraite à ce moment-là. Précisément parce qu'ils jouent sur les marchés avec. Donc là, l'idée, ce serait de ne pas jouer sur les marchés avec l'argent. Par définition, je veux dire, quand vous investissez, vous investissez sur les marchés financiers, que ce soit en obligations ou en actions. Or, au-delà du fait que c'est, de notre point de vue, jouer sa retraite à la bourse, il y a une sorte de pari sur l'avenir, mais surtout, il ne peut pas avoir de cohabitation harmonieuse entre le système par répartition et le système par capitalisation. Pour une raison extrêmement simple à comprendre. La capitalisation, c'est soit des actions, soit des obligations. Des actions, si vous voulez avoir un bon rendement de vos actions, eh bien, il faut que les profits des entreprises soient le plus élevés possible et donc que vous avez une masse salariale qui soit le plus faible possible. Donc vous tapez directement sur les recettes de la répartition en baissant la masse salariale. Et puis en dehors de ça, c'est prendre des risques aussi avec les actions. Oui, au-delà de ça. Si vous prenez des obligations, pour avoir un bon rendement de vos obligations, pas de miracle, il faut des taux d'intérêt réels qui soient des taux d'intérêt réels élevés. Ce qui freine l'activité économique, pèse sur l'emploi et pèse globalement sur les recettes de la répartition. Donc, on peut avoir de bons rapports en capitalisation à partir du moment où la capitalisation reste le fait d'une minorité de gens qui sont des privilégiés et qui, d'un certain point de vue, ont une rente particulière qu'ils arrivent à extraire de la richesse créée par les entreprises. La génération de la capitalisation est quelque chose qui, sera tout à fait néfaste à la répartition, parce que tout simplement, ça assèchera progressivement les recettes de la répartition. Très bien, ce sera le mot de la fin, et donc c'était le quart d'heure de célébrité de Pierre Khalfa. Et donc, je vous rappelle que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Merci.